Bonjour Abdoulaye, Hello, hello, ça va Ressa? ça va et toi, tu vas bien? Ça va très bien. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour le premier épisode du podcast Éco-financier, C'est un lancé honneur. par Baobab. C'est un honneur. Bienvenue à toi. Merci, merci. Aujourd'hui, on va parler de l'IA. Mhm. Donc, j'ai envie de dire encore, mais je te vois sourire, je sais que tu es contente parce que c'est un de tes sujets de prédilection. C'est vrai. Mhm. Aujourd'hui, on entend parler de l'IA partout, hein. T'es d'accord avec moi? Oui, partout, un peu trop Un peu d'ailleurs. trop limite, hein? Et je pense que le problème, c'est on n'a pas tous le même niveau de compréhension de ce qu'il y a en fait derrière, quoi. C'est ça. Donc, Il y en a qui ont l'usage un peu basique, il y en a qui ont un usage plus pointu comme toi, j'imagine. non, j'ai pas cette prétention, mais comme je suis plutôt expert dans la donnée, qui est quand même une matière essentielle à l'IA, donc forcément, ça devient un sujet, quoi, par extension. Justement, aujourd'hui, on voulait comprendre comment est-ce que l'IA et la donnée influencent les décisions, nous aident à avoir peut-être des meilleures décisions, peut-être aussi parfois peut ralentir certaines choses, et aussi où est-ce que la part de l'humain apparaît dans cette histoire. On aimerait aussi comprendre finalement jusqu'où est-ce qu'on peut faire confiance au modèle. Tout à Tu fait. vois. Oui, c'est une question très chargée. C'est très chargé, donc c'est une question assez c'est une lourde. Hein. On question va y aller assez- étape par étape. Comment est-ce qui m'intéresse en premier, si tu veux bien? On va l'alléger. On va l'alléger. Allégeons. Écrivons. Pour commencer, j'aimerais bien savoir comprendre ce qu'est un modèle. Un modèle, On ok. dit modèle à gauche, à droite. Donc, je pense savoir ce que c'est, mais ça peut peut-être aider d'autres personnes à Oui, je comprendre pense mieux. qu'on va essayer de faire une analogie peut-être en parlant de modèle. Souvent, on parle aussi du coup maintenant depuis l'arrivée de l'IA, du coup de LLM. Large, ouais, c'est large language model. Large Ok, language voilà. model. Et il faut se dire qu'un modèle, c'est le cerveau, par exemple, pour un petit enfant. Donc, imaginons un enfant qui, voilà, jusqu'à ses 5 ans, il apprend, il est dans l'apprentissage. On lui montre des photos. On lui montre, voilà, des centaines ou des milliers de photos de chiens, de chats, de cheval, de lions. À force, en disant à l'enfant ça c'est un chien, avec le bruit aussi peut-être, il pourra se dire, à force, on va lui montrer une autre photo sans lui dire ce que c'est, avec du coup la fourrure, la posture, avec les quatre pattes, etc. Il va se dire, ça c'est un chien, ou ça c'est un chat, etc. Donc il faut se dire que le modèle c'est la même chose parce qu'il fait de l'apprentissage. D'accord. Il apprend sur une base du coup de beaucoup d'informations qu'on lui donne, une bibliothèque. Il apprend peut-être à une vitesse plus vite qu'un enfant, parce qu'il y a aussi en termes de capacité, c'est pour ça qu'on parle du coup de calcul, parce que plus on a de données et plus on apprend plus vite aussi avec justement la capacité de calcul. Maintenant, si on montre à cet enfant-là un loup, il va dire que c'est un chien, parce que c'est les mêmes types de patterns que un chien. D'accord. Donc, il va pas avoir la notion de ça c'est sauvage, ça c'est domestique. Donc, c'est là où c'est important de faire un peu la nuance parce que même si on a en fait un enfant qui est un génie, il faut toujours un adulte du coup dans la pièce. Et c'est là où c'est important d'avoir l'homme, l'humain qui a le contrôle un peu sur la machine, on va dire. Et qui a ce discernement. Voilà, que ce les machines discernement. n'ont pas, Exactement, forcément. exactement. Et du coup, c'est un peu ça. Je pense que ça pose un peu le cadre et je pense que ça permet de comprendre un petit peu de manière un peu plus simple. C'est quoi un modèle? J'espère que j'ai. Oui, je pense que l'image, en tout cas, du cerveau de l'enfant aide beaucoup à se représenter, ce qu'est un modèle. Donc, toi, Abdoulaye, tu es Head of Data chez Baobab Group. Oui. Si je peux me permettre, je peux dire que tu as un parcours assez intéressant et qui est au carrefour du business, de l'analyse et de la donnée, parce que tu étais assistant gestion, ensuite analyste data, ensuite lead data, aujourd'hui head of data, donc tu as vraiment pas à pas gravi chaque étape pour vraiment incarner le rôle que tu as aujourd'hui chez Baobab. Donc tu connais vraiment la donnée. Quand tu parles de la donnée, tu parles du terrain. Tout à fait. Oui, je suis pas un technicien pur. Je suis pas forcément un geek, etc. J'ai un peu de style, je pense. Avec les lunettes, peut-être. Moi, j'ai Un mes peu lunettes bonnet. aujourd'hui, donc ça va. Ah, tu fais genre ou peut-être que tu as des lentilles? J'ai des lentilles parce que sinon je te verrai pas.
Ouais. Non, mais oui, effectivement, je suis pas un technicien pur. Je suis pas aussi dans le sensationnalisme un peu technologique qu'on voit maintenant avec des grands termes, etc. J'essaie de me poser des questions simples et d'être assez focus sur le problème, quoi. Parce que souvent, ça part souvent du terrain, du problème, à quel problème on adresse, Mhm. et après, quelles sont les fondations qu'on a aujourd'hui. Parce que pour attaquer un problème, faut se dire, OK, faut d'abord dire le quoi et après le comment. Mhm. Et le comment, des fois, ça dépend beaucoup de ce que l'on a en interne comme actif, en termes d'information, en termes de données, etc. Ouais, bien sûr. Donc, par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de l'utilisation de la donnée chez Baobab? Alors, chez Baobab, on est un acteur dans la microfinance, donc on est dans 7 pays alors, africains, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en RDC, au Nigeria et à Madagascar. Madagascar. Donc, on est dans un contexte africain. Mhm. Donc, déjà, je pense que le contexte est important parce que c'est le contexte qui dicte en fait la valeur de la donnée. Parce que la donnée, juste la donnée comme la donnée, bah, on peut l'interpréter un peu de toutes sortes, quoi. Donc, on est vraiment dans un contexte, voilà, africain, avec des données assez éparpillées, avec une typologie aussi de clients Mhm. qui n'est pas forcément le même. Un agriculteur n'est pas le même qu'un citadin, Bien sûr. n'est pas le même qu'un entrepreneur, voilà, de start-up, etc. Mhm. Donc, c'est important un peu de se mettre dans le contexte africain et de se dire, OK, nous, c'est quoi notre corps de métier aujourd'hui? C'est de donner des crédits aux entrepreneurs. Mhm. Donc, dans ce choix-là, du coup, dans la partie de prise du coup de décision, Ouais. de manière traditionnelle, ça se faisait avec un agent Mhm. qui vient, qui va au marché ou qui discute avec l'entrepreneur, qui a en fait une vision, une connaissance de sa capacité, de son intention. En tout cas, lorsque tu connais le client, après, je pense que la décision ou qui te permet de faire le choix de lui donner du crédit, c'est on peut d'essayer de cerner son intention de te payer après en retour. Oui, en plus des trucs factuels comme Voilà. la capacité de remboursement en fonction de toute Voilà, opération exactement. financière qu'il est Donc, du faite. coup, de manière traditionnelle, déjà sans parler de technologie, il y a un peu une évaluation qui se faisait un peu, pas en faciès, mais parfois aussi à l'instinct, Oui. de dire, OK, je donne du crédit à telle personne. Et de Mhm. manière plus large aussi, c'est un peu ça que la donnée apporte. C'est de passer à un peu une prise de décision à l'instant à une prise de décision un peu plus factuelle, qui se base sur des éléments Mhm. assez factuels qu'on a. Ouais. Après, la difficulté, c'est de se dire euh, quel est l'écart entre les données qu'on a, Mhm. les données qu'on a en fait en base de données dans les systèmes, et le vrai terrain en fait. Et du coup, la perception même de la personne, parce que peut-être que les données qu'on a dans le système, du coup, ne reflètent pas entièrement Mhm. la capacité ou le potentiel de la personne qu'on a en face. Mhm. Et où intervient l'intelligence artificielle à ce moment? Exactement. Alors, du coup, l'intelligence artificielle arrive à ce moment-là, surtout la data aussi, parce que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un mix du coup de data, de Mhm. la donnée, Ouais. du coup de contexte qu'on lui donne Mhm. aussi, et après en fait utiliser en fait les modèles pour faire un apprentissage en masse sur l'historique qu'on a sur ce client-là et essayer de capter un peu tous les biais qu'on peut avoir Mhm. afin d'aider à la prise de décision. Donc, du coup, l'intelligence artificielle, si je dois en fait dire à quel point il nous permet du coup d'aller en fait de faire mieux ou de faire plus, Mhm. c'est plutôt dans en fait lorsqu'on dit qu'on veut passer à l'échelle. Parce Mhm. que un agent, il faisait déjà en fait son évaluation par personne, etc. Peut-être qu'il en faisait 5, 10 par jour. Là aujourd'hui, on a assez de données, Mhm. assez de volume de données. Donc, on a assez d'historique sur lequel on peut se baser pour apprendre, du coup, faire de l'apprentissage. Du coup, voilà, pour parler un peu de l'analogie tout à l'heure de l'enfant, Ouais. faire de l'apprentissage, dire que bah ce client-là, il est plutôt OK, ce client-là, il est un peu atypique. Et du coup, essayer de mettre un score, mais un score, en gros, c'est une probabilité. C'est une D'accord. probabilité que cette personne-là a de payer. Mhm. C'est pas une fin en soi, c'est Ouais. pas un jugement de la personne. C'est une aide C'est justement une aide, à la voilà, c'est décision. une aide à la décision, exactement. Après, il y a 2 niveaux d'usage aussi qu'il faut peut-être distinguer. C'est la partie aide où il te donne une sorte de recommandation à travers un score. Ouais. Je te dis, ce client-là, il est potentiellement bon, potentiellement un très bon payeur, etc.
et un autre niveau où là, on fait en fait intervenir les agents dont on parle maintenant pour dire que si le client a ce niveau-là de score, a du coup ces habitudes-là, tu peux automatiquement lui donner du crédit. Donc c'est Alors, là où on tu veux dire, on automatise. fait intervenir les agents. Mhm, Parce que nous, on a des agents chez Baobab. mhm. Ce sont des gestionnaires de portefeuille. Tout fait. Donc, tu parles de ces agents-là? Je parle des agents IA. J'ai fait Pardon. exprès de te poser la question. C'est vrai que c'est la nuance parce qu'aujourd'hui, je pense même que peut-être que d'ici un an ou deux ou même maintenant, on aura des noms pour les agents humains Mhm. et les agents IA. Il faudra peut-être après avoir des annuaires parce qu'on va se perdre à force. C'est aussi ça. Donc effectivement, c'est ça. Je pense que c'est effectivement important de parler d'agents IA et d'agents en fait qui sont sur le terrain. Qui sont sur le Et terrain. pour moi, il faut une bonne organisation des deux parce qu'il Mhm. faut les deux. Mhm. Il faut une bonne organisation des deux, une bonne harmonie et aussi un bon comment dire séquencement Mhm. de Mhm. là où intervient chacun Mhm. de manière à en fait voilà prendre la décision de manière la plus efficace à la fin parce que Ouais. l'idée c'est pas en soi de substituer en fait l'homme par la machine Ouais, en bien gros. sûr. Et aussi, est-ce qu'on n'est pas en train aussi parfois de trop aller vers la confiance en ces agents IA ou en l'IA finalement, en se disant que c'est objectif, Mhm. finalement, ce sont des faits, comme tu disais, au détriment de l'humain. Tout à fait. Est-ce que on se précipite pas parfois en se disant, bah, de toute façon, c'est l'IA qui l'a dit, donc ça veut dire que c'est ça? C'est exactement ça. C'est parfois il y a ce qu'on appelle en fait le biais de l'automatisation, c'est que à force, par exemple, un agent, on va prendre le cas de, je sais pas, les personnes qui entrent les données. Mhm. Au début, il entrait toutes les données, donc il faisait tout à la main, il faisait le contrôle derrière. Mhm. Au début, il commence à avoir un peu de l'aide. On a commencé à introduire de l'automatisation où il y a la machine qui lui dit, bah là c'est une erreur, là c'est pas une erreur. Mhm. Et après, sur 10, il va se rendre compte que, bon, peut-être que en fait, la machine a donné la bonne réponse sur 9. Ok. Donc, en fait, l'agent ne va plus faire d'effort, du coup, de réflexion ou de se dire, lui, son choix est peut-être mieux que la machine. Il va Mhm. commencer à être un peu lazy Mhm. sur lui, ses capacités et se dire que je vais arrêter de penser, je vais faire confiance à la machine. Ouais. Et ça, c'est le biais aussi qu'on a aujourd'hui, c'est que il faut utiliser l'IA, faut utiliser les outils de manière générale, mais il faut pas s'arrêter du coup de penser et de réfléchir parce que du coup les décisions nous appartiennent. Si demain on prend une décision où il y a des conséquences, il y a un audit ou allez en jugement, le juge, il faut qu'il juge en fait une personne, pas un agent. Bien sûr. Tu peux pas, après on parle agent terrain, agent IA, Mhm. mais je suis pas sûr que l'agent IA, tu peux le mettre en prison, par exemple. Je ne sais pas si il y a des prisons pour les agents IA pour l'instant, je ne sais pas. C'est Moi, peut-être c'est qu'il y a un une idée, logiciel c'est une spécial idée. Peut-être quand il y a quelque à chose. creuser, à creuser, à creuser. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, j'entends faudrait pas être lazy et abandonner notre réflexion d'humain en faisant totalement confiance à 100% à la machine. Mais par exemple, sur les produits qu'on a, je sais pas à quel niveau il y a de l'intelligence artificielle. Si on regarde Anip et Takar, Tout à je fait, sais qu'il y c'est a, un bon exemple. oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Effectivement, sur ben, ce c'est un très bon exemple parce qu'à l'Eptaka, on a ces produits-là depuis 2018, si ne sais pas un peu avant. Et c'est là où aussi où on faisait déjà de l'IA, mais de manière assez classique. Mhm. C'était, on va dire, quelque chose plutôt du coup de générique. Aujourd'hui, on a quelque chose du coup qui est plus avancé dans le prédictif et aussi dans peut-être du coup la partie dont on entend le plus du coup, c'est la Gen AI. Parce qu'on est D'accord. en mesure du coup de générer de la nouvelle donnée ou des nouveaux documents à partir de l'IA ou même du son, etc. Mhm. Donc, on faisait déjà de l'IA en fait de manière assez classique avant, avec ces scores, enfin du coup des scores qui nous aidaient à prendre des décisions. Mhm. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, bon, Alip c'est un process, Metaka c'est un produit aujourd'hui qui est à 100% en fait. Tu peux faire du coup le décaissement sur l'application mobile. Bien sûr, il y a des montants qui sont en fait fixés aujourd'hui parce qu'il y Mhm. a aussi ces seuils-là qu'on accepte de prendre en termes de risque. Ouais, t'as raison. Mais aujourd'hui, comme on a assez d'historique sur la plupart de nos clients, ils ont plein de cycles de crédit. Quand je dis cycle, c'est ils ont plusieurs fois eu des crédits chez nous. Mhm. On a pu observer en fait les comportements de ces clients-là
à travers le temps, etc. On a aussi une bonne idée de la typologie des clients là en fonction de leur secteur d'activité, en fonction des montants qu'ils choisissent. On pourrait demain même avoir des données de comportement, par exemple sur les crédits qu'ils mettent, sur la consommation qu'ils ont en termes de données, par exemple, ou même sur les transactions qu'ils font avec l'aspect du coup en fait de paiement par mobile, par web, par Orange Money, etc. Donc tout ça nous permet en fait de mieux apprécier en fait les comportements du coup du quotidien de chaque personne parce que ça se résume à la vie des gens. Aujourd'hui, la dame qui vend du poisson au marché, elle se lève à 5 heures du matin, elle prend le transport ou comment dire le BRT, elle paye peut-être avec son téléphone, elle paye le billet. Donc c'est un événement. Chaque événement, c'est de la donnée qui s'enregistre. Chez nous, toute interaction avec le client, c'est de la donnée qui s'enregistre dans les bases et qui peut nous permettre du coup de comment dire, du coup de cartographier ou du coup de dessiner un peu la typologie de client que c'est. Et c'est en fonction de du coup de ces deux informations-là, les informations sur le comportement, les informations aussi en termes de transactions que le client fait, qu'on se base du coup pour définir sa probabilité de paiement. Donc, après, c'est des seuils de probabilité, des scores qu'on donne, encore une fois, et on définit du coup un niveau où on dit que dès qu'il est bon, bon, ça peut être quelque chose de relatif en fonction du score qu'on a, on peut lui attribuer ce montant-là. Et après, le client, il décide du coup de décaisser et puis il a son crédit. Et sans aucune intervention de nos agents, de nos GP, de nos humains. Exactement. Aujourd'hui, Alip et Taka, au niveau du groupe, ces produits-là, du coup, on est encore aussi en train, du coup, de penser à d'autres qui peuvent aller dans le même sens. Ils représentent 48% en termes de décaissement. Wow. Donc, 1 sur 2, c'est un crédit digital. Chez Baobab, on est à la pointe de la technologie et nous, on est innovants, n'est-ce pas? On est l'une des premières microfinances à avoir sorti les produits digitaux, la première d'ailleurs, en 2018, avec Alip et Taka, 2018, peut-être même avant. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces deux produits, enfin, produits et process? Alors, Alip, c'est un process. C'est un process, du coup, on permet au client, en fait, qui a déjà eu un crédit chez nous ou des crédits chez nous, de pouvoir en avoir un autre, même avant la fin de celui qu'il a actuellement. Donc, c'est une forme de renouvellement automatique. Exactement, exactement. C'est un process qui permet au client, du coup, de prendre un nouveau crédit automatiquement. Donc, ça se base forcément sur son comportement du coup qu'il avait avant. Donc, avant, on était plus sur des règles métiers. Depuis quelques années, on est passé sur de l'IA. C'est vraiment, on analyse du coup le comportement dans le passé du client, les tendances, les chiffres d'affaires et aussi surtout sa capacité de paiement. Donc, c'est encore une fois une probabilité que le client nous paye en fait en retour le crédit qu'on applique. Et puis après, il y a une liste du coup. Tous les jours, on envoie en fait les éligibles. Donc, les clients, ils reçoivent des SMS en fonction de ce score qu'ils ont et ils acceptent du coup d'aller en agence pour faire le décaissement de ce crédit-là, en fonction du montant bien sûr qu'on leur donne. D'accord. Okay. Et Taka, c'est un process par contre au lieu d'aller en agence, c'est un process 100% que tu peux faire en digital. C'est aussi la même chose, c'est un crédit digital que tu peux prendre. Tu es éligible à ces crédits-là parce que ton comportement est bon, parce que en fait historiquement tu es plutôt simple, tu peux avoir des retards ici et là, mais c'est plus dû à des circonstances qu'on connaît. Donc ça permet tout de suite au client en fait de juste télécharger notre application mobile, voilà, My Baobab, et de faire le décaissement si on est éligible. Depuis son canapé. Depuis son canapé, il peut décaisser, et ça tombe sur son compte My Baobab, qu'il peut utiliser à son escient. Ok. Et en fait, pour ces produits-là, on est d'accord que ce sont des clients qui étaient déjà chez Baobab, donc qu'on connaît. Oui. Donc c'est parce qu'on les connaît, qu'on connaît leurs habitudes de remboursement, leur comportement, etc., qu'on peut prédire à peu près ce qu'il va. Ouais. Donc tu dirais que ce qui est puissant aujourd'hui côté data, côté intelligence artificielle et du coup l'usage que l'on fait, c'est plutôt autour de la rapidité, la vitesse, ou bien c'est plutôt autour de du côté prédiction ou autre? Je pense que ce qui est surtout important, c'est en fait la finalité,
c'est la capacité de prendre la décision. Donc, de prendre la bonne décision. Après, effectivement, c'est important de le prendre vite. Ça, c'est plutôt des moyens de le prendre vite et aussi de le faire en masse. Parce que l'idée, si on compare un agent humain sur le terrain qui faisait 5 ou 10 par jour, en parcourant les marchés, en parlant avec chaque client, il était en mesure du coup d'évaluer. Aujourd'hui, la possibilité qu'on a avec les technologies, avec l'IA notamment, de le faire en masse, c'est que on a la possibilité de faire de l'apprentissage sur cette base historique-là et pour suggérer du coup des sports et des types de recommandations pour dire que ceux-là, vous pouvez voilà, leur donner du crédit. Et surtout avec les backtests, ce qu'on appelle backtest, c'est que après leur avoir donné des crédits, on regarde le niveau de risque que ces clients-là ont. Voilà, pour dire, OK, bah, avec le modèle, au final, on a un niveau de risque qui est plus faible que ce qu'on pouvait faire à l'unité parce que on peut avoir aussi des billets nous-mêmes. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est exactement ça. Ça nous permet vraiment, du coup, de faire les choses à l'échelle et de D'accord. faire les choses un peu plus vite aussi. OK. Et est-ce que, tu es déjà tombé sur une situation où tu avais un modèle ou une intelligence artificielle qui avait, une réponse qui paraissait totalement à contresens pour nous humains, mais qui dans le fond, était vraiment véridique et prouvée? Ce qu'il y a, c'est que faut se dire que l'IA, c'est un amplificateur. D'accord. Donc, je dis amplificateur dans le sens où en fonction de la donnée et du contexte que tu lui donnes, il peut te donner exactement en fait la bonne réponse. C'est idéal, c'est vraiment sur les lignes. Il a compris ce que tu lui donnes parce que derrière, il a la bonne donnée, il a la bonne interprétation, le bon contexte aussi. C'est pour ça qu'on parle aussi de prompt engineering. C'est que la manière de lui demander, tu lui demandes exactement ce que tu veux, mais derrière, qu'il a aussi fait l'apprentissage sur tous les éléments qui lui permettent de te donner la réponse. Et on appelle ça prompt engineering? Oui, prompt engineering, c'est la manière, du coup, de parler à l'IA, si on veut le Ah, dire. désolée, tu m'avais dit que tu allais pas me sortir des mots compliqués aujourd'hui. Je suis désolé. Tu vas pas Je suis désolé. J'ai Mais pas tu pu m'en expliques, comme tu empêcher. expliques gentiment et bien après, y a pas de souci, tu Oui, peux y aller. le prompt engineering, c'est vraiment la manière de parler à l'IA. Ouais. J'ai des amis qui parlent à l'IA, qui disent oui, s'il te plaît, qui sont très doux, Très très tendres, d'autres poli. qui sont très durs. Ouais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et en fait, l'idée, c'est juste qu'il y a une manière de poser ta question, ou de mettre le contexte, de dire la tâche que tu veux qu'il exécute, de dire ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, Pour avoir le meilleur pour résultat. avoir le meilleur résultat. Mais du coup, derrière aussi, il faut que, en fait, le modèle ait fait, du coup, l'apprentissage, si on revient à l'analogie de l'enfant, Ouais. est fait, du coup, voilà, l'apprentissage sur les bonnes données. OK. S'il fait l'apprentissage sur les mauvaises données, c'est pour ça que je parle du coup d'amplificateur, c'est qu'il peut se tromper avec beaucoup de certitude. Et c'est ça aussi le danger, c'est se tromper avec beaucoup de certitude. C'est que tu te dis, waouh, il a l'air, je sais pas, très sûr de ce qu'il dit. Ouais. Donc du coup, forcément, tu peux absorber des choses qu'il te dit en te disant que c'est la vérité, mais au final, c'est un amplificateur. C'est pour ça qu'on parle du coup en fait de la notion de qualité de la donnée, la notion de gouvernance, la notion d'éthique. C'est pour dire que il y a aussi, et en fait, c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de la partie hallucination. On dit que le modèle hallucine, etc. C'est parce que, bah, c'est comme tout à l'heure quand je disais que tu montrais à l'enfant un loup, il te dit que c'est un chien. Ouais. C'est parce que les patterns, il a appris que dès qu'il a des pattes, une fourrure, des dents comme ça, c'est un chien. Donc forcément, c'est un chien. Et il va te dire c'est un chien avec beaucoup de certitude. Oui, Il va te parce dire qu'il a la appris qu'il y avait race. pas d'autre. Voilà, c'est ça. Il va te dire ça avec certitude. Et l'idée aussi, c'est de se dire que bah voilà, le modèle fonctionne de la même manière. Et il faut avoir ce discernement aussi, ce recul et analyser tout. Aujourd'hui, tu peux pas poser une question à l'IA, si je dis vraiment IA au sens large, il te fasse un retour et que tu te dises que voilà, c'est ce qu'il m'a dit, c'est vrai. Il faut quand même toujours, comme je disais tout à l'heure, éviter le biais d'automatisation, se dire que c'est la certitude. C'est pour ça qu'il faut toujours, même sur toutes les IA, il y a une petite écriture en bas que ça reste un modèle qui peut se tromper. Ouais, ouais, ouais. Donc il faut le prendre, c'est important, c'est un outil, c'est comme aujourd'hui. Tu sors de chez toi, tu as la possibilité de prendre, soit tu prends la voiture pour aller en ville, soit tu prends le train pour aller en ville, soit tu marches. Ça reste son outil.
Tout à l'heure, tu parlais un peu de Gen AI, je crois. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur Oui, ça? oui, tout à fait. Effectivement, c'est la partie aujourd'hui enfin, une des parties du coup la plus passionnante de l'IA, parce qu'il y a l'IA un peu donc traditionnelle ou classique, dont je parlais tout à l'heure avec du coup le machine learning qui te fait un score de probabilité. Mhm. Il y a aussi les usages analytiques de l'IA, donc Oui. la partie analyse où il peut te faire des rapports, en tout cas t'aider dans l'analyse, dans la segmentation client, Oui. à dire, OK, sur mes aspects, du coup, de finance, opération, voilà, comment je fais mes analyses, etc. Et peut aider. Mais la partie Mhm. de génération, c'est que là, on rentre dans une phase où il est en mesure, du coup, de générer D'accord, ok. voilà, des documents, des artefacts, ou en Mhm. tout cas, du coup, des outputs pour être large, qui Mhm. peuvent être du texte, qui Mhm. peuvent être du son, qui Mhm. peuvent être aussi en format de vidéo. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit un peu plus aussi. Il y en a beaucoup qui génèrent des vidéos ou des photos à partir de l'IA et Oui. ça paraît, voilà, très réel. Mhm. Même tu le vois sur Instagram aujourd'hui, il y a des vidéos que tu sais plus dire est-ce que c'est vrai, est-ce Oui, que c'est faux. parfois Même on est la un peu, musique, ouais. Même la musique, beaucoup, on aujourd'hui, entend beaucoup il y a des. des artistes IA. Mhm. Donc du coup là on est dans la partie génération, c'est qu'on est en D'accord. mesure du coup de générer, du coup Mhm. d'avoir des assistants Mhm. qui nous aident à produire des choses. D'accord. Mais du coup dans cette partie génération là, il y a aussi beaucoup de contrôle à avoir Mhm. derrière dans ce qu'il nous sort en termes Oui. d'output pour le challenger, pour être sûr que c'est bien quelque chose de conforme Mhm. à ce qu'on attend derrière. Parce que Oui. derrière, si on doit prendre une décision qui impacte une vie, parce que par exemple la décision de donner un crédit à un entrepreneur qui travaille déjà avec nous, donc son business, il y a un peu un lien de dépendance quelque part. Oui. C'est bien sûr du win-win, mais il y a quand même une relation de dépendance. Donc la Mhm. décision de lui donner du crédit pour faire expandre son activité, c'est une décision sensible qu'on ne doit pas prendre à la légère. Bien Bon, sûr. c'est important, au-delà des suggestions, de l'aide que l'IA peut nous faire, de se dire, OK, il y a quand même une sorte de surveillance à avoir. Je pense qu'il faut qu'on soit tous, Mhm. dans une certaine mesure, du coup, des superviseurs. Mhm. Les superviseurs, quand je dis superviseur, c'est pas superviser les gens. Je pense qu'on l'est aussi quelque part en fonction de nos métiers, mais c'est de superviser ce que voilà, l'IA nous donne. Bien sûr. C'est plus là où on parle du coup de générative d'IA. Mhm. Il y a aussi la partie agentique. D'accord. La partie agentique aussi est beaucoup. Là, on est dans une phase où on peut faire parler les agents entre eux. Donc c'est Donc, l'agent dont tu parlais tout à l'heure. oui, L'agent IA. exactement. Donc, il y a un agent IA qui peut faire la classification. Quand il finit sa classification, il y a un autre agent qui fait l'analyse ou le mapping. Et Mhm. il y a un autre qui fait du coup le travail du coup enfin, faire la comparaison entre cette donnée et cette donnée. Mhm. Donc, le fait de pouvoir faire un orchestrateur agentique, excuse-moi peut-être c'est Oui. technique, Donc là, non. mais orchestre c'est un peu musique aussi, Oui, oui, non, ça ça va. marche aussi. Orchestrateur, ça va. Ça Ça passe. va. Donc, le fait de dire, OK, on fait une suite agentique ou on fait de l'agentique AI, c'est vraiment qu'on automatise, mais avec intelligence derrière. Donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'agentique aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu pardon, de l'IA Studio Oui. Alors, l'IA que Studio, vous avez lancé à Baobab? oui, tout à fait. C'est une initiative qu'on a lancée en 2025, plus pour faire de l'IA, en fait, une démarche d'entreprise. Parce que l'idée, c'est pas de travailler chacun dans son coin, d'utiliser l'IA, déjà tout type d'IA, parce que chacun peut avoir son outil, limite, chacun peut avoir son agent. Mhm. Euh, mais l'idée de l'IA Studio, c'est d'avoir un espace de travail où on a autant des personnes du business que des personnes de la tech qui travaillent ensemble sur un backlog en commun. Donc, un backlog, c'est-à-dire des cas d'usage Mhm. qui ont un impact pour le business en direct et qui traitent chaque cas d'usage. Donc, ça veut dire aujourd'hui, on veut, par exemple, faire un agent qui permette à nos clients de parler en langue locale Mhm. sur notre application mobile ou sur WhatsApp pour faire des opérations ou pour savoir le solde du coup de leur crédit. Bah, ça, c'est un type de cas d'usage qu'on a aujourd'hui en interne de Sandbaobab. Mhm. On veut permettre à nos clients, on est dans une démarche aussi donc très inclusive, on veut que les gens qui n'ont pas accès au crédit de manière traditionnelle puissent avoir accès à travers nous. Donc une personne qui parle pas anglais, qui parle pas français, et que les communications peut-être institutionnelles parlent uniquement dans ces langues-là, Mhm. on veut aujourd'hui, avec l'IA, commencer en fait à casser du coup les limites
et les barrières. Aujourd'hui, pouvoir dire à son téléphone, un peu comme enfin comme du coup les messages que nos parents nous envoient le matin, c'est souvent en Wolof, etc. Donc pouvoir dire voilà, je veux renvoyer 5000 francs à telle personne et il te dit est-ce que c'est ça que tu veux faire? Tu dis waouh si c'est bien sûr en Wolof, tu dis waouh et puis il agit. Donc Donc du non coup seulement pour derrière, les personnes qui parleraient pas l'autre langue, mais aussi pour les personnes qui sont pas qui sont analphabètes, parce que oui. c'est en parlant. Je veux dire, c'est C'est ça, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le pourcentage, je connais pas les pourcentages exacts, mais je sais en tout cas qu'on ne touche pas toute la population, en tout cas notre cible, en fait, notre audience, oui, à cause de cette limite-là de la langue. de les- Et l'idée avec ce cas d'usage-là, typiquement, qui est intégré dans Baobab IA Studio, c'est voilà, comment permettre à nos clients, du coup, de communiquer avec nous dans toutes les langues possibles pour accéder à nos services et interagir avec, du coup, les canaux. Ça, c'est un cas d'usage qui est assez focus sur l'expérience utilisateur, l'expérience du client. On Mhm. a d'autres cas d'usage qui sont un peu plus internes aussi sur la productivité, D'accord. qu'il s'agit par exemple d'avoir par exemple un agent ou un assistant, on va dire, qui te permet, au lieu d'aller lire toute la documentation sur les procédures internes, tu lui poses une question et il te répond par rapport à toute la procédure que tu lui Super. alimentes. Donc, une procédure de crédit, parfois, il y a des documents de 300 pages. Donc, dire qu'un agent peut aller dans ces 300 pages-là et lire le document pour avoir sa réponse, c'est de lui demander un peu plus de travail. Donc, Mhm. avoir des assistants comme ça qui aident la productivité et surtout, je pense, in fine, c'est l'accès à l'information. D'accord. Parce qu'on passe d'un mode où avant l'information était assez disparate, où Mhm. elle était dans les systèmes, on avait beaucoup de données très passives Mhm. qu'on n'exploitait pas. C'était enregistré dans les bases et après ça Quand n'en tu dis sortait données plus. passives, c'est parce que justement on ne l'exploite pas, c'est ça? Exactement, exactement. C'est une donnée, on va dire, passive ou une donnée très froide, quoi. Oui. C'est pas exploité. Oui. Donc là, on passe dans une ère où on a de la BI, donc la business intelligence. On a du coup tous les mois ou toutes les semaines, il y a des rapports, il y a Mhm. des fichiers Excel. Mhm. On a plein de dashboards un peu partout maintenant. Et on est aussi dans une nouvelle ère où on ne te demande plus d'aller ouvrir un fichier. Tu vas sur une interface, tu demandes c'est quoi mon chiffre d'affaires sur le mois d'avril et te le donne. Donc c'est une autre manière d'accéder à l'information un peu plus Super. facile, un peu plus intuitive Mhm. à partir de son téléphone parfois. Et ça permet de prendre la décision encore une fois un peu plus vite et de manière un peu plus fiable aussi si les données sont bien entraînées derrière. Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se former à ce genre de technologie-là, que ce soit la RPA, l'IA, enfin la data, enfin, peu importe. Ce genre de technologies qui paraissent très futuristes, quel conseil tu donnerais? Je pense que déjà, on peut se former à plusieurs niveaux, hein. On peut avoir du coup la curiosité. Je pense que dès qu'on a la curiosité, déjà, on va commencer à regarder des vidéos, etc. Mais toujours avoir aussi le discernement sur parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup C'est de ça, il y a veille énormément de technologique. contenu aussi. Donc, on peut vite absorber tout et n'importe quoi C'est ou ça. ne plus être à la page. Donc, je Mm. pense que tout le monde fait de la veille aujourd'hui. Ouais. Mais aussi dans le contexte institutionnel, on a des outils. Aujourd'hui, on est dans l'écosystème de Google. Mhm. On a des outils qui sont disponibles. On a des formations aussi à travers du coup la Baobab Academy qui sont disponibles sur l'IA Ouais. où on peut déjà aller 5 minutes, 10 minutes, regarder des petites vidéos qui nous montrent un peu ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a entre nos mains. Parce que des fois, c'est compliqué de se former sur des outils qu'on n'a pas. Donc, si on essayait d'ouvrir un peu et qu'on regarde sur le futur, donc tu m'as parlé des technologies en vogue, j'ai entendu Gen AI, j'ai entendu, qu'est-ce que tu m'as dit? Agentique, Mhm. j'ai entendu pas mal de choses. Comment est-ce que tu vois l'avenir côté IA sur toutes ces technologies? Et Oui, particulièrement, donc tu peux me dire en général, hein, si ça t'enchante, je serais ravie de l'écouter. Mais je parlais de Baobab en particulier. oui. Dans le contexte de Baobab, je pense que ça va agir à trois niveaux. Ça va agir en termes de productivité interne. Donc, je pense que la D'accord. productivité interne, aujourd'hui, quelqu'un qui faisait 5, il peut faire 10. Donc, l'idée, c'est le fait d'utiliser l'outil de la bonne manière peut nous permettre de faire plus. Mhm. Après, ça va aussi avec une organisation. Ça veut dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on donne comme tâche à l'IA de manière large et qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes.
Parce que les tâches qui sont, on va dire, assez automatisables ou des choses du coup qui se répètent ou il y a une logique, c'est du si, c'est voilà, si se passe tel événement, tu fais ça. Ces tâches-là peuvent être automatisées, mais toute tâche qui, à la fin, doit être approuvée ou doit être analysée, où il y a un peu une notion du coup oui, je dirais alors intuition. Ces tâches-là, en fait, il y aura toujours un mix du coup d'humain et de machine. Moi, je crois pas trop à voilà, en fait, l'IA va du coup nous substituer. Je pense que il y aura une organisation ou une sorte du coup de réorganisation des gens Ouais. et une nouvelle manière de travailler, une nouvelle norme dans tous les métiers presque qui devra se faire du coup dans le futur. Et il faut tous qu'on se mette un peu à la page et à la norme, bah du coup à cette nouvelle norme là en fait pour nous pas faire de mauvaises répétitions. Pour moi c'est ça. C'est en fait il y aura une organisation de la manière de travailler. Des tâches qu'on donne à l'IA, des tâches qu'on fait en tant qu'humain, et du mix des deux. Donc c'est pour ça que je dis vraiment de la manière de travailler. Et on sera pas, bah, on sera peut-être pas seul. On sera aidé, on aura des machines, des outils. Un peu aujourd'hui, on a aussi en fait la calculatrice. Bah, demain, on aura un assistant ou une assistante qui va nous permettre du coup d'aller plus vite, de faire ce qu'on fait aujourd'hui un peu mieux. Donc il y a cette partie-là sur la productivité, je pense, qui va vraiment être importante. Après, il y a aussi des écoles. Il y en a qui disent que bah, des personnes qui faisaient que ça, forcément, on va pas forcément les prendre que pour ça. Si ces personnes-là ne font pas le pivot à se dire, OK, il faut que je passe plus en mode superviseur, en mode analyse critique, etc. Oui. Donc, il y a toujours un aspect organisation interne, un aspect formation qui va être, voilà, sur la table. Donc, derrière, après, l'autre aspect, surtout en tant qu'institution financière, c'est comment l'IA va nous aider en fait à agir sur les risques, sur les fraudes, à prévenir ces cas de fraude. Par exemple, à analyser des transactions. Aujourd'hui, on peut avoir une transaction atypique, une transaction qu'un client fait à 3 heures du matin alors qu'il n'a jamais fait de transaction entre telle heure et telle heure, et il a des habitudes qui sont assez régulières. Tu peux te dire, ah, attention, ça, je vais le bloquer pour l'instant ou je vais le mettre en attente le temps que le client peut-être me confirme que c'est bien lui. C'est Ouais. comme la dame, ce matin, je disais la dame qui vend du poisson à la plage, elle a un peu une tendance. Ouais. Donc si un jour on la voit se réveiller à 10 heures, les gens du marché même vont se dire mais qu'est-ce qu'elle a Il y a un aujourd'hui? problème. Il y a un problème. Voilà. Donc c'est un peu ça en fait, c'est se dire voilà, qu'est-ce qui est atypique, qu'est-ce qu'on peut prédire avec l'IA, ce qu'on a aujourd'hui. Après le troisième que je vois, c'est plus au niveau de l'interaction avec les clients. Donc les modèles du coup d'interaction vont changer. Oui. Aujourd'hui, le client qui devait avant aller en agence pour faire son opération, c'est déjà pas le cas pour beaucoup de clients. Ils vont plus en agence. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui sur la zone UEMOA, en tout cas surtout avec l'arrivée d'Interop, qui permet au client d'être chez lui, de pouvoir faire du coup des opérations avec Baobab, de pouvoir prendre son crédit, de pouvoir le payer, de pouvoir faire un virement à une autre institution ou à un autre client ou à un autre fournisseur qui n'est peut-être pas dans le même pays que lui. Donc il y a vraiment une sorte comment dire, une ouverture, Oui. un terrain de jeu qui s'équilibre un petit peu, qui va se mettre en place. Et aujourd'hui, du coup, la partie interfaçage avec le client ne va plus être le même. Le client va pouvoir nous parler, du coup, dans sa langue, selon le choix, dans le canal qu'il choisit, que ce soit WhatsApp, que ce soit application ou autre. Voilà, pour pouvoir faire une interaction avec nous. Ok. Donc ça, c'est un peu les trois, on va dire les trois types de zones ou en tout cas ou des catégories où je pense qu'il y aura de l'impact dans le futur. Et comment est-ce qu'on fait pour se dire, OK, on a eu un use case, on a identifié tel use case, on a identifié du coup telle solution IA et on a testé. À quel moment est-ce qu'on passe à OK, c'est bon et c'est pas juste impressionnant le résultat qu'on a eu, Oui, mais on ouais. veut en plus l'implémenter, on peut l'implémenter. C'est là Exactement. C'est vraiment la phase où on est aujourd'hui où pas mal d'entre nous sont. C'est, on expérimente. C'est bien toujours dans une démarche du coup, on fait de l'innovation. En identifiant le problème, on dit à tout le monde de proposer des solutions. Donc chacun va dans son coin où les gens travaillent ensemble pour
dire la faisabilité, c'est ce qu'on appelle un proof of concept, le POC. Donc, dès qu'on dit la faisabilité, c'est oui. On a vu que tel outil ou tel outil nous permet de faire la chose. Là, maintenant, le challenge, c'est, voilà, comment on le fait à l'échelle? Parce que souvent, les POC sont faits sur un échantillon très limité de données ou de clients ou du coup d'agents. Maintenant, si on veut faire la même chose pour 5000 agents, 5000 personnes en interne au sein de Baobab, il y a un chemin. Oui. Du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, quelles sont les fondations qui nous permettent de faire ce qu'on veut et d'augmenter les personnes, de travailler mieux, sans que les coûts explosent. Il y a beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, il y a des études qui disent que autour de 80% des projets IA échouent. D'accord. Ils échouent, du coup, par plusieurs raisons, parce que des fois, il y a aussi du coup, les technologies évoluent aussi. Donc, quand tu fais le choix de ce cheval-là, et du coup, le lendemain, tu vois un autre cheval qui est Mais c'est furtif. ça, en fait. À quel moment on s'arrête? Voilà. On a l'impression, c'est comme, moi, j'ai pas fini d'économiser pour acheter mon iPhone 15. Voilà. Ah, déjà, il est combien là maintenant? ou ouais, comment dire, ton sac aussi, sac Chanel. Ça, je veux dire, ça va tellement vite Ça va que vite. on n'a pas le temps de s'installer dans quelque chose qu'on vient d'acquérir, qu'il y a la nouvelle version qui est là et que au C'est fur et à exactement mesure. ça. Je pense qu'avec avec l'IA, c'est un peu la même chose. Si on reste dans l'IA un peu en mode iceberg, donc le haut de l'iceberg, on parle de Claude, on parle de ChatGPT, on parle de Gemini. Et l'année dernière, on parlait beaucoup de ChatGPT comme après, bon, ils étaient les premiers venus, donc ChatGPT, c'était... En fait, il y en a beaucoup qui pensent que l'IA égale à ChatGPT. Exactement. Exactement. Et Ce n'est pas le cas. ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que depuis quelques mois ou autre, on parle beaucoup de Claude. Donc, du coup, il y a un cheval qui a pris les devants. On ne sait pas demain si ça va pas être Gemini ou ça va pas être autre chose. Donc, c'est aussi de pas être dans cette sorte de compétition-là à un moment donné. C'est dire, OK, peut-être qu'il nous faut tout, Ah oui. peut-être, Ouais. ou peut-être qu'il faut, par rapport à notre usage, de quoi on a besoin aujourd'hui, ou même, c'est de se dire aujourd'hui de quoi on a accès. Donc, il y a vraiment plusieurs manières de voir les choses, selon les usages, selon notre objectif. Si on est vraiment dans ces usages de l'IA, on peut, peut-être j'aime pas dire IA de surface, mais aujourd'hui c'est ça. Il y a aujourd'hui ceux qui sont axés en fait, ceux qui sont accessibles au public, au très grand public, c'est un peu les trois qui sont en haut. Mais derrière, il y a la partie où on conçoit des agents, on conçoit des agentiques, des agents ou des suites agentiques par rapport à notre usage au quotidien ou par rapport à nos process internes. Et lorsqu'on est dans un cadre institutionnel, c'est important de s'assurer de la sécurité des informations, pas de fuite de données, de s'assurer de l'aspect éthique aussi, et de s'assurer qu'on n'a pas des hallucinations dans tous les sens. Donc ça, c'est bon. On va faire les 5 questions parce que j'ai des questions pour toi. Mais moi, je sors mon téléphone, hein, je me permets, parce que de toute façon, c'est moi l'hôte. C'est toi la boss. Et tu vas me répondre très rapidement. On va bientôt clôturer là. Tu me réponds très rapidement. Tu n'as pas le temps de consulter une IA. L'autre, ça doit venir de toi. Va tac tac. Les cerveaux fonctionnent encore, je Très pense. bien. À ce que je vois. Le mot IA que tu ne supportes plus. C'est alors human in the loop. Non, j'étais censée aller vite, mais là, j'ai besoin de m'arrêter quand même dessus. Le mot IA que tu ne supportes plus, c'est human in the loop. Ouais, human. Je vais te demander de m'expliquer pourquoi. Human in the loop, il y a aussi un acronyme, c'est HITL. HITL, donc ouais. Human in the loop, c'est le fait qu'il y ait un humain dans la boucle. Je pense que dans le concept, c'est quelque chose qui est important. C'est un peu comme on disait tout à l'heure, il faut que dans une boucle, dans un process, qu'il y ait un humain qui supervise. Bon, je pense que le concept, voilà, je suis complètement aligné. Le problème, c'est que dans cette logique, du coup, où on enjolive l'IA, tout le monde dit, oui, des human in the loop, des human in the loop. C'est pour ne pas faire peur aussi à tous ceux qui pensent qu'ils vont perdre leur travail à cause de l'IA. Oui, c'est vrai, c'est légitime. Mais je pense que tu sais, il y a toujours des termes un peu là, que même le terme IA en soi, franchement, aujourd'hui, on l'entend.
On l'entend partout. Donc, je pense que le mot IA que je supporte plus, c'est IA. C'est IA. Je comprends. Tu sais quoi? Moi aussi. Alors, une erreur classique quand une entreprise veut faire de l'IA. Faire de l'IA. Oui, c'est de prendre des licences comment dire, chez un des IA, on va dire, un modèle, et se dire, OK, allez-y. Parce que il y a une notion d'accompagnement, une notion de se poser d'abord la question de c'est quoi faire de l'IA, tout simplement. Voilà, à quel problème on veut traiter avant de se dire le comment. Est-ce que la solution, c'est vraiment juste choisir de prendre des licences de tel ou de tel, quoi. OK. Une compétence qui va devenir essentielle pour se Penser, faire de l'IA. juste penser. Penser. Une chose humaine qu'aucune IA ne remplace vraiment. J'ai tendance à dire son intuition face à l'inédit. Tu vois, son intuition face à l'inédit, c'est quand il se passe quelque chose d'anormal ou quelque chose qui se passait pas, Ouais. de pouvoir dire en tant qu'humain, ah, c'est potentiellement ça. Alors qu'une IA va juste se baser sur Parce ce que qu'il y par avait avant. définition, sur Par l'inédit et l'IA, définition, ça fait voilà. deux. C'est ça. Donc, ouais, je dirais plus la partie intuition face à l'inédit. Dernière question. L'IA, plus de potentiel ou plus de confusion aujourd'hui? Plus de potentiel. Pour moi, c'est plus de potentiel parce que ça nous permet de faire les choses à l'échelle. Ça nous permet aujourd'hui de faire les choses aussi à l'échelle, mais aussi assez vite, même très vite. Ça permet aussi du coup de pouvoir automatiser des choses qui sont lourdes. Et je pense que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est est-ce que la finalité aussi, c'est pas de libérer les gens pour qu'ils passent plus de temps avec leur famille? Ça, c'est un très beau mot. C'est une très bonne approche ici. C'est très bien. C'est ça, parce que aussi l'idée c'est pas de souffrir au travail aussi. Ouais. L'idée, c'est de passer du bon Faut temps avec ta famille. c'est ça la finalité de C'est la ça vie au aussi la final. finalité de la vie. Ouais. Effectivement. Pour conclure, je te remercie pour ton temps, Merci Raissa. pour cette discussion très agréable, pour tes Merci, réponses. bah c'était mon premier podcast. Bah, J'espère c'était le premier que aussi. j'ai pu apporter quelques éléments de réponse sans être technique. Bah oui, si pour récapituler un peu. Donc on voulait se poser la question sur l'impact de l'IA sur les décisions qu'on prend dans notre institution financière. On comprend que l'IA vient aider donc les gestionnaires de portefeuille, les directeurs clientèle, donc les opérationnels à prendre des décisions dans notre cœur de métier qui est le crédit. Donc dans tous les cas, moi j'ai compris aussi que le human in the loop, c'est un des termes qui te plaît pas trop Non, quand on mais parle je de l'IA. rigole, je rigole. Parce que si c'est pas human in the loop, c'est IA. Donc je sais pas quel c'est. Ouais, il faut choisir, faut choisir. Je ne sais Faut pas choisir quel. ce... Mais ça me fait dire, en tout cas pour conclure, que c'est très bien qu'on avance dans un monde comme ça de technologie avec des choses qui peuvent nous aider à être des humains augmentés, hein, si on peut appeler ça Tout à comme ça fait, aussi. tout à fait. Et qu'aujourd'hui, plus la technologie avance, plus l'IA avance, il est intéressant de se poser la question et de se rendre compte que l'intelligence des humains dans nos capacités à penser est de plus en plus essentielle. Exactement, c'est ça. C'est vraiment utiliser l'IA, mais n'arrêtez pas de penser. Donc, conclusion, Voilà. utilisez l'IA, mais n'arrêtez pas de penser. N'arrêtez pas de penser. Je pense que ça marche dans toutes les langues, même en chinois. Bon, on va demander à Tong, Non, je peut-être. rigole. On va demander à Tong. Allez, on appelle Tong après. On va lui En Wolof, demander. peut-être? Hi. Ah, fallait pas me lancer, là. Là, tu me mets une colle. Si. J'espère que mes parents regardent pas. Un Moi, peu. je vais envoyer ça à tes parents. Tu n'as pas suivi ça en Wolof. C'est moi-même, je me suis mis dans le trou. En tout cas, ouais, un très grand merci Raissa. C'est Je un t'en honneur prie. d'être le premier invité des Échos financiers. Donc C'est un grand moi, merci à toutes les équipes impliquées, l'équipe de communication qui fait vraiment un super travail avec Merci ça, à eux, vraiment. la mise en lumière. Merci à toi, la star. C'est toi la star. Non, c'est toi.